Bonjour à vous, une vidéo d'actualité où on va parler d'un drame, d'un scandale aux urgences à Montpellier, où une jeune femme de 25 ans a appelé il y a quelques jours se plaignant de maux de tête et n'ayant pas été pris en charge correctement. Là, il s'est passé, on lui a demandé de prendre du Doliprane. Je vous renvoie à la dernière vidéo d'ailleurs qu'on a faite sur le scandale d'Orpella et la vente de la filière qui produit du Doliprane aux États-Unis. Donc là, ça fait une petite jonction pour voir qu'il y a un problème systémique derrière tout ça et que tous les fils qu'on va tourner dans le système de santé sont impactés. Et donc là, pour revenir à cette jeune femme, on lui dit voilà, vous avez mal à la tête, vous plaignez, oui, c'est douloureux, prenez un Doliprane et puis arrêtez de nous embêter, clairement. Donc une fois, deux fois, et au final, ses amis la conduisent à l'hôpital et elle décède. Et en fait, c'était une méningite foudroyante, donc scandale. Pas trop en interne, il n'y a pas trop de remous, on va le voir, mais par contre les parents décident de porter plainte pour non-assistance à personne en danger et puis soins défectueux. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, donc mardi 29 octobre, il y a une manifestation de certains personnels soignants qui se plaignent des nouveaux budgets du gouvernement, notamment celui du ministère de la Santé, qui veut encore faire des coupes franches sur le budget de la Sécu, ce qui implique moins de moyens techniques et moins de moyens humains. On se rappelle que depuis de nombreuses années, on va dire depuis une dizaine d'années, il y a des manifestations de manière très récurrente dans le milieu hospitalier, mais pas que, aussi chez les administratifs, où justement on voit une translation du personnel de soins vers le personnel administratif qui vient lui cadenasser on va dire le soin. Et donc beaucoup d'argent est mis à la structuration, on va dire, hiérarchique, à l'administratif, et de moins en moins au niveau humain. Et ça aboutit à des services qui sont en tension. On rappelle qu'on a supprimé 120 000 lits sur les 15 dernières années, qu'on supprime des services, qu'on supprime carrément des maternités, qu'on supprime carrément des hôpitaux. Ce qui fait que dans certains départements, comme la Nièvre l'année dernière, les femmes ne pouvaient pas accoucher dans le département et devaient faire 80, 100, 120 km pour pouvoir accoucher. Ce qui là aussi, des fois, il y a des accouchements d'urgence qui nécessitent une prise en charge rapide. Et on voit que ça fait des phénomènes de tension. J'ai documenté sur cette chaîne à chaque fois les personnes qui sont mortes à l'hôpital de Besançon, à Dijon, notamment la mamie qui s'était fait une fracture de péroné et qui est morte d'inanition dans les couloirs des urgences, après 5 jours sans avoir bu ni mangé. On avait dit faut être à jeun pour l'opération, mais personne n'avait pris soin de savoir quand était programmée l'opération. Elle n'a jamais été programmée. Et puis ni de savoir si cette femme avait été correctement prise en charge. Donc on voit que tout le monde est en tension, ce qui fait une tension logistique, puisque manque de moyens, manque de personnel, évidemment on fait peu avec pas beaucoup de personnes ni beaucoup de moyens. Enfin on doit faire beaucoup avec peu. Et donc ça aboutit logiquement à des erreurs, quels que soient les travaux que vous faites. Vous vous rendez compte que quand on vous fait dormir moins, qu'on vous enlève des moyens, qu'on vous enlève de l'assistance, mécaniquement vous allez faire plus d'erreurs. Alors c'est pas grave si on va dire vous êtes dans de la production industrielle, ça fait perdre de l'argent ou du temps, mais ça reste du matériel. Par contre, là à l'hôpital on travaille avec du matériel humain, on va dire. Et donc du coup ça occasionne des risques sanitaires allant du coup jusqu'au décès. Et donc la personne qui est à l'autre bout du fil, alors évidemment c'est facile de la fustiger pour la petite qui est décédée, se dire elle est nulle, elle a mal fait son travail. Il y avait déjà eu ça avec les pompiers qui avaient mis le pris en charge l'année dernière, une personne, et que ça avait conduit au décès. Mais on rappelle quand même pour les casernes des pompiers, il y a une nouvelle législation, donc les interventions c'est plus 20 minutes mais 40 minutes, donc on supprime des casernes aussi, ça date d'il y a 4 ans. Et donc en fait tout le monde est en tension, et puis la personne au bout du fil elle a plein d'appels, elle a moins de moyens, et elle doit discriminer une urgence plutôt qu'une autre. Ce qui ne devrait pas se faire, normalement c'est pas à la personne d'évaluer son état de santé, elle n'est pas médecin, elle n'est pas apte à se diagnostiquer pour savoir ce qu'elle a ou pas. Et donc dans le lot, évidemment il y a des gens qui appellent pour de la bobologie, qui appellent peut-être par peur, par hyper-anxiété, mais on doit quand même les prendre en charge, ces personnes-là, et on ne peut pas dire, on estime, moi, agent opérateur, que là, il n'y a pas d'urgence. On doit quand même envoyer une voiture, sauf qu'il n'y a pas les voitures suffisantes, et c'est qu'il n'y a pas les conducteurs ni l'assistance personnelle présent dans les véhicules. Et donc, on va peut-être aller, par manque de moyens, sur quelque chose qui paraît plus urgent, alors que là, c'était une méningite foudroyante, c'était une urgence plus. Et donc, on a abouti à ce phénomène de tension qui fait que quand on dit qu'il y a une perte de vocation chez les médecins, alors il y a de moins en moins de soignants. Alors c'est pas qu'il y a une perte de vocation, mais quand on est médecin, objectivement, quand on souhaite être médecin, quand on est étudiant en médecine, on se dit je vais être quand même dans quelque chose
qui est hyper concurrentiel, où on va me demander d'être en concurrence avec mes camarades. Je ne vais pas être en agrégation de compétences et de connaissances. Je vais devoir me battre parce qu'il faut que je sois plus haut que lui au concours pour avoir ce que je veux comme spécialité. Je vais avoir des amphithéâtres dans une qualité pas terrible. Et d'ailleurs, il va y avoir de l'entrisme privé, des labos qui vont subventionner des amphithéâtres pour pouvoir les rénover parce que l'État se retire. Donc amphi surchargé, de pas bonne qualité, ambiance un peu délétère. On va dire ingurgiter beaucoup de connaissances pour les recracher de manière reptilienne. C'est-à-dire c'est même plus un plaisir de faire des concours, c'est du bachotage point barre. Et donc on va dire l'art du soin n'est pas mis en avant, donc c'est pas une crise de vocation, c'est simplement une crise identitaire d'un système de santé qui ne stimule plus la passion de ceux qui aiment le soin et qui aiment les autres. Donc ça, c'est la première chose. Il y a un désengagement des gens. Ça se traduit chez les médecins, mais également chez les professions, on va dire, plus au contact de la réalité de la population, c'est-à-dire les infirmières. En gros, une infirmière, elle est formée pendant 3 ans. Et puis la carrière moyenne, la durée moyenne d'une carrière d'infirmière, c'est 7 ans. Donc là, on investit 3 ans de son temps pour 7 ans de pratique. Ça va pas. Pourquoi ? Parce que quand on commence à pratiquer, on se rend compte qu'on est débordé, qu'on est mis sous pression, qu'on a très peu de moyens pour agir, qu'on a très peu de prérogatives et qu'en fait, on fait du mauvais soin, concrètement. Et quand on est aide-soignant, c'est la même chose. Donc, il y a une rotation hospitalière qui est énorme. Et puis, une infirmière, c'est quand même de la compétence. Pour moi, c'est de la haute compétence. Et à 1 400 € par mois, c'est difficilement entendable de faire des horaires en décalé, de bosser le week-end, d'être tout le temps dans l'urgence, d'avoir des situations paradoxales. Alors, pour faire face à ce problème auto-généré, il y a un nouveau cursus, un bac plus 4 infirmier, ou être avec des prérogatives qui tendent plus sur celles du médecin. Donc ça pallie à la fois le déficit du médecin et ça valorise un petit peu l'infirmière en lui disant allez, tu fais 1 an d'études en plus, tu as plus de prérogatives, tu peux plus agir et puis on va te donner une petite prime. Donc ça permet de rabaisser le budget, on va attribuer des compétences médicales à quelqu'un qui n'est pas médecin, donc on va pouvoir le payer moins. Et puis, vu qu'on le met en tension au niveau financier, c'est une espèce de petit chantage comme ça. Puis ça permet aux malades de ne pas trop se plaindre parce qu'il a quand même quelqu'un qui n'est pas médecin, mais qui peut un peu plus le soigner. Donc on est toujours dans ce bricolage-là. Et c'est un petit peu systématiquement le cas, c'est de mettre des petites rustines sur des problèmes qu'on a créés. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'aboutissement de tout ça, c'est pas une incompétence, c'est une vraie volonté. Une volonté initiée par les cabinets de conseil, notamment McKinsey. C'est McKinsey qui est un groupe américain, pour presque représentant de fonds d'investissement. C'est le fils de Laurent Fabius, qui est le président du Conseil constitutionnel, donc il y a un conflit d'intérêts énorme. Et donc les recommandations du cabinet de conseil McKinsey disent en gros, il faut spécialiser et optimiser et rationaliser l'hôpital. Donc il faut le segmenter, puis regarder ce qui est rentable et ce qui n'est pas rentable. Et évidemment que le soin humain, ça n'est pas rentable parce que ça demande du temps, de la subjectivité, et que pour le coup, on ne peut pas l'industrialiser. Mais on peut tenter de l'industrialiser. Donc ce qui est fait avec la tarification à l'acte. C'est des choses qui avaient été initiées par Jean Castex, qui est venu finir une partie du boulot quand il était Premier ministre pendant la crise sanitaire. Et donc là, on voit un effondrement sur les dernières années gigantesque. Et je répète, ce n'est pas de la compétence, c'est une volonté politique. À la fois un agenda de Bruxelles, de dire le service public, c'est anticoncurrentiel. Et le fait d'avoir créé l'Europe, c'est quand même le libre-échange, pas des humains, des marchandises, mais l'humain étant considéré comme une marchandise sur le marché du travail. Et donc là, du coup, on va se voir avec une translation du corps médical. Donc vous allez avoir des étudiants en médecine qui veulent être bien formés, qui vont aller étudier en Hongrie, en Bulgarie, en langue française, et qui vont faire le stage là-bas. Et à contrario, vous allez avoir des professionnels étrangers, notamment d'Asie du Sud-Est et d'Afrique noire, francophones, qui vont venir en France avec des visas de travail d'1 an, donc ils ne vont pas être pris en CDI, ce qui va permettre de les mettre bien sous pression, à la fois financière, parce qu'on ne va pas reconnaître leur équivalence de diplôme, donc on les paye moins, puis en même temps, on leur dit si t'es pas content de ça, dans 1 an, on renouvelle pas ton visa et tu dégages, quoi. Tu repars aussi vite que t'es arrivé. Donc il y a une espèce de concurrence dégueulasse du système capitaliste au niveau du travailleur, c'est qu'on le met sous tension, on a une armée de réserve qui est le chômeur, mais là, on a quand même bien rincé les gens, on les a dégoûtés du monde du travail, donc on va chercher un peu plus large, et puis on externalise le soin, on dit allez vous faire soigner vos dents en Hongrie, allez vous faire des prothèses mammaires en Tunisie, allez vous faire des implants capillaires en Turquie, puis en fait on a un système de santé très opportuniste qui fait que on découpe l'individu en morceaux, puis c'est plus rentable, et puis on permet de faire, il y a même des agences qui vous font ça, on vous gère votre rendez-vous, on vous gère votre transport, on vous héberge votre hébergement, on vous change vos dents, et puis le lendemain vous rentrez chez vous après un rendez-vous de contrôle. Et donc on est dans ce système-là de santé extrêmement opportuniste, où tout est interchangeable, à la fois les pièces du corps, et à la fois
on va dire, les humains qui le composent. Et donc, qui en paye les frais? Eh ben, la petite de 25 ans, qui, elle, avec sa méningite chez elle, elle a des symptômes, elle sent que ça déconne, elle se connaît un minimum, elle voit que c'est pas un mal de tête habituel, et donc elle appelle et on lui dit, bah non, prenez un Doliprane et restez chez vous. Mais en fait, c'est déjà le réflexe qu'il y a eu pendant la crise Covid, où les gens étaient en train de décompenser au niveau respiratoire, on l'a dit, restez chez vous, prenez du Doliprane. Et donc, bah maintenant, c'est un peu ça. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, en gros, c'est de prendre un Uber, et puis que le chauffeur Uber, il se transforme en VSL, et puis il nous amène à l'hôpital. Et c'est en train de devenir comme ça. Alors, sans doute de manière opportuniste, le système va créer une application privée, pour que vous soyez pris en charge par des taxis ou un minimum de formation médicale. On vous met un petit défibrillateur derrière à côté de la bouteille d'eau et puis du paquet de chips, et puis si vous avez des variabilités cardiaques, vous mettez un petit coup, ou mettez-vous un peu d'adrénaline aussi si ça décompense. On va arriver là, ça fait rire, mais en fait la situation que je décris là, qui est absolument dramatique, j'en parlais déjà il y a 4 ans, on me disait t'abuses, jamais ça arrivera en France, on a le meilleur système de santé au monde. Là on voit que c'est plutôt le tiers-monde. Moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu ce que c'était dans certains pays riches comme le Canada, où j'ai travaillé il y a 20 ans, et j'ai vu que c'était vraiment dégueulasse quand il y avait un désengagement de l'État puis un entrisme du privé. Là c'est en train de ce qui est arrivé en France, et donc ça commence à devenir extrêmement alarmant. Et le pire, c'est que cette jeune femme qui est décédée, ses amis vont avoir pour habitude que on ne peut pas compter sur l'hôpital. Donc si tu as de l'argent, tu seras bien soigné, et si tu n'en as pas, crève chez toi, ou au petit bonheur la chance. Et donc c'est assez dramatique. Mais le plus dramatique de cela, pour revenir à cet effondrement programmé, c'est qu'il y a un petit reportage de 5 minutes qui a été fait sur TF1 lundi 28 octobre sur ce drame-là. Et toute fin du reportage, vous allez avoir l'extrait, il est dit « Des nouveaux outils avec intelligence artificielle sont développés pour pallier ces problèmes de mauvais diagnostic. » De nouveaux outils intégrant l'intelligence artificielle sont actuellement testés sur le traitement des appels pour améliorer la prise en charge des patients. Et donc là, vous avez tout en fait. C'est-à-dire, il y a un problème programmé, en fait, qui pourrait être comblé en investissant dans des moyens techniques, mais surtout dans des moyens humains. Mais non, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on va investir dans des moyens technologiques, donc la e-santé. Et la e-santé est en train de faire une OPA sur le système de santé. Les cabines de téléconsultation, tout ce qui est soins à distance, c'est la e-santé. Et donc là, le fait de vendre à la découpe le système de santé, il y en a qui se régalent. On se régale. Si vous avez du pognon à investir, investissez dans la e-santé et dans tout ce qui est assistance à la mort ou assistance au suicide. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui vont dire plutôt que de souffrir sans pouvoir être soigné, je vais me suicider. Bougez pas, monsieur, signez en bas de la page, on viendra prélever sur votre RIB. Donc, je suis premier degré, c'est cynique, mais c'est premier degré. Là, les fonds d'investissement privés américains investissent à fond sur le business de la mort. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer parce que, en fait, déjà, il y a un climat morose. Et puis surtout, les gens vont comprendre que l'hôpital va être un lieu de souffrance où on n'aura plus de solution pour eux. Et donc, si on leur dit que la planète est trop surpeuplée et puis que l'avenir n'est pas au beau fixe, autant prendre une petite injection et puis on part dans le coton et c'est quand même mieux. Et là, pour parler du Québec, là, ça y est, on a légiféré sur l'assistance au suicide chez les adolescents qui souffrent de troubles de la dépression. Pour un égalitarisme qui veuille qu'on ne peut pas discriminer la souffrance psychique de la souffrance physique. Quelque part, c'est vrai, mais en même temps, ça pousse à l'eugénisme en disant si tu es dépressif à l'adolescence, il y a peu de chances que tu sois rentable et bien fonctionnel quand tu seras adulte. Donc, si on peut t'aider à partir et à faire place nette, c'est quand même plus rentable pour le système, en tout cas. Ça, c'est une petite parenthèse, mais c'est de comprendre ce climat... désolé, la vidéo est un peu down, mais pour un terme anglais, mais en fait, c'est le réel. Et ce réel, il a été décrypté par le docteur Louis Fouché, qui est anesthésiste réanimateur, et qui a fait un master d'éthique du soin, et dans le livre qu'on a édité il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle « Agonie et renouveau du système de santé ». Et tout ça est décrypté d'un point de vue technique de quelqu'un de l'intérieur, qui est dans le système de soins paroxysmique, la réanimation, mais qui a aussi une formation philosophique et un master en éthique médicale. Parce que lui, il a vu qu'au cœur de sa pratique, il y avait un gros problème avec les humains, où concrètement, quand vous êtes en réa, vous devez choisir qui doit vivre et qui doit mourir. Parce que vous avez tant de lits et vous avez tant de personnes qui arrivent, donc le service a 12 lits, il y en a 12 qui peuvent être dedans, donc il y a 15 personnes là, il y en a 3, ça sera fait comme ça peut ou que ça doit être fait, dans le silence et l'intimité des services, mais c'est comme ça que ça se passe. Et tous les gens qui sont dans le soin
voient de quoi je parle. Et donc c'est ce système-là très froid, très déshumanisé, très utilitariste, qui est en train de s'installer tranquillement, qui fait que une alerte comme ça, cette jeune femme qui décède, normalement, tous les services devraient être bloqués et ça devrait être manifestation en disant ce n'est pas anecdotique, surtout que là il faut rendre des comptes et il faut qu'il y ait un audit, un vrai audit et pas un audit fait par des cabinets de conseil, des cabinets indépendants, on va dire de praticiens de terrain, de gens d'éthique médicale et qui rendent un rapport à la fois aux assemblées, pas au gouvernement qui impose des lois, mais aux assemblées qui décident des lois de manière populaire pour avoir un système de santé humain et puis accessible à tous, ce qui est la base. Et donc cette détérioration qu'il y a eu sur les 20 dernières années, elle va continuer évidemment s'il n'y a pas une réappropriation des communs au niveau de la santé par le peuple et aussi les élus, et que ça sorte des griffes, on va dire, des cabinets de conseil et des investisseurs privés. J'espère que cette vidéo vous aura apporté. N'hésitez pas à la transférer, à réagir aussi en commentaire, et je vous dis à très bientôt.